Je me mets donc dans la tribune, je regarde d'un œil. J'ai mon téléphone qui est un peu posé sur ma cuisse parce qu'il y avait Lyon-Nantes en même temps. Donc j'étais un peu dans double activité. Et c'était chaud, il y avait 5-5 Blancado dans le troisième. De là, il y a 3 personnes qui arrivent, le juge arbitre du tournoi et 2 vigiles qui arrivent et qui me sortent de la tribune devant tout le monde en plein point. Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Fungible, la référence du jeu Fantasy Tennis. Aujourd'hui, on est accompagné d'un invité exceptionnel, Romain NextGen, dont j'apprécie énormément le contenu. On va couvrir notamment les tournois ITF et Challenger, et on est accompagné de l'inévitable Max Zamora. Je te laisse te présenter. Hello à tous, salut Romain, salut Jean. Salut. Et ben moi j'ai créé le podcast Tennis Légende du coup il y a 5 ans avec le média du même nom, Tennis Légende. J'y ai fait plus de 300 interviews. J'ai rencontré du beau monde grâce à ça et on a fait nos 2 premiers épisodes ensemble. Ça me permet de rencontrer de nouvelles personnes, donc très cool Romain, enchanté de faire ta connaissance. Enchanté également. Romain, je te laisse te présenter rapidement. Et Romain NextGen du coup, j'ai 24 ans, je suis bourguignon, on en parlait en off, mais c'est important parce que la Bourgogne c'est une région qui est magnifique. J'ai créé du coup un compte Twitter il y a 3 ans, mais actif depuis 2 ans. Et puis je couvre du coup l'essentiel du circuit Challenger et ITF toute l'année. Et depuis 1 an, je suis sur Twitch également. Donc j'essaye de réacter à des matchs, à parler tennis quotidiennement. T'es un des seuls d'ailleurs qui couvre les tournois Challenger ITF. Oui, en fait je me suis lancé à l'époque, il y avait un créateur qui s'appelait Julien Cargounou, qui avait 3 ou 4 000 abonnés quand moi je me suis lancé et qui parlait de ça. Et en fait au début je dialoguais avec lui. Et je me suis dit, mais c'est trop bien, je veux en parler. Et du coup, maintenant sur Twitter, je suis un peu, je pense, devenu la référence de ça. T'as combien d'abonnés aujourd'hui 25 000. Ouais, quand même. Et alors juste pour rebondir sur la Bourgogne, on est tous les deux du même endroit, Oui. à 3 heures de route. Et avec Romain, on a plein de points communs. T'as 10 ans de moins, Oui. certes. Je n'ai pas été seconde série. Mais t'as pris quelques branlées contre le mec qui m'a appris le tennis. Oui. J'en ai pris aussi, Oui. dans les points communs. T'as été entraîné par ma bête noire quand j'étais jeune. Et on a à peu près fait les mêmes tournois. Donc c'est cool de suivre et de voir à quel point ça reste un petit monde au final. Et à quel moment... Comment t'as commencé le tennis finalement? Ça fait comment? J'ai commencé le tennis, pour être très honnête, parce que ma tante en faisait, ma tata en faisait. Et au début, je faisais du foot. Et j'étais caractériel plus. Ok, quel poste? J'étais défenseur. Ok. Ça en dit long, je trouve, de savoir. Mais voilà, j'avais du mal à gérer mes émotions et il a fallu que je parte dans un sport individuel pour gérer tout ça. Et comme ma tante faisait du tennis et qu'il y avait toujours des raquettes dans le placard, etc., je suis parti sur le tennis. Aussi parce que, quoi qu'on en pense, même si le tennis doit se développer et être rendu plus accessible, quand j'avais 10-11 ans, pendant 2 semaines à Roland-Garros, c'était en clair sur France 2 et dans les années 2010, c'était beaucoup couvert. Et du coup, c'était un sport qui me semblait, qui me donnait envie. Et après, je suis devenu complètement mordu, je pense comme beaucoup, assez rapidement. Donc voilà comment j'ai commencé. Et mentalement, ça allait mieux du coup, le switch foot-tennis? Dans un premier temps, oui. Jusqu'à que je fasse vraiment de la compétition, et là j'ai re-switché sur une autre difficulté. Le fou. Tu t'es transformé en Benoît Paire? Mais en fait, le tennis, c'est tellement frustrant, mais je pense que c'est un sentiment, tu peux en parler que aux personnes qui jouent, qui ont vraiment fait de la compétition, et peu importe le niveau, 4e, 3e série, c'est quelque chose où tu te retrouves face à toi-même, et des fois c'est compliqué à gérer. Mais non, ça m'a quand même permis de me canaliser, ça m'a appris beaucoup de choses sur moi-même, le tennis. Et ton style de jeu? Un rameur. Ah ouais, oui. Défenseur du foot au tennis, quoi. Ah oui. Vraiment gros rameur, et j'aimais pas faire la faute, donc je prenais un malin plaisir à faire dérouiller l'autre en face, et la tension d'après-match, tu sais, où la personne, elle te dit à la fin... je suis pas dans mon assiette, j'ai pas bien joué, je suis sûr que je te bats si je joue bien. Ouais. Moi, c'était mon petit moment de plaisir. T'es classé combien aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je pense que je dois être 4e série, parce que j'ai pas fait de match depuis 2018. J'ai essayé de rejouer un peu là en début d'année, mais j'ai pas pu, parce que c'était, au niveau emploi du temps, c'était un petit peu difficile, mais je suis monté 15-1 au mieux. Pas mal. Donc c'est moyen. Je sais tout faire, mais pas forcément bien faire. Meilleur perf? 5-6.
Et j'ai loupé 8 balles de match à 4-6. Voilà. Regret éternel. Oui. Toi, Jean, meilleur perf? Comment? Meilleur perf? 15-3. Propre. Meilleur perf? 1-6. Balle de match à 0. Ok. Regret éternel. Ok. Elle est dure. Je l'ai encore. Tu l'as encore en travers de la Je me gorge. souviens parfaitement du point. M'en parlez pas. Et tu parlais du tennis et justement que tu as découvert via aussi Roland Garros, en clair sur France 2. Aujourd'hui, est-ce que tu trouves qu'il y a une facilité d'accès justement pour consommer du tennis, ou parce que tu disais justement que le tennis a besoin d'être plus de visibilité, modernisé. Qu'est-ce que tu en penses à ce niveau-là? Accès, oui, je dirais, parce que globalement, déjà, tout ce qui est circuit secondaire, c'est gratuit. Après, ça, faut être un peu plus puriste, mais le grand circuit est quand même que sur une chaîne, contrairement, je pense, au foot, où vraiment chaque championnat est sur une chaîne différente. Et Roland-Garros, ça reste sur une chaîne gratuite. Donc ça, oui. Mais maintenant, je pense que le tennis, faut qu'il se mette un petit peu à jour sur la société de consommation d'aujourd'hui. C'est plus, je pense qu'il est accessible. C'est juste que du coup, comment il est dans la forme qu'il est, ça attire pas forcément tout le monde. Mais quelqu'un qui veut faire la démarche de regarder du tennis aujourd'hui, c'est pas forcément très compliqué. Il n'y a pas besoin de chercher. Comment t'expliques qu'il y a si peu de gens qui regardent les matchs ITF et même Challenger alors que c'est gratuit? Parce que ça a toujours été de l'élitisme. Le sport, on regarde toujours plus ce qui brille et il faut être vraiment dans une démarche de vouloir comprendre ton sport pour t'intéresser à Valentin Royer qui est 140e mondial. Tout le monde n'a pas le temps de le faire, faut être mordu. Le foot, il y en a beaucoup qui consomment que la Ligue des Champions ou les matchs de l'équipe de France et il faut être mordu de son club pour regarder tous les matchs du championnat. Les week-ends, je compare au foot, mais ça peut être pareil pour les autres sports. Ouais. Donc, mais je pense que le tennis, ça reste... La seule chose qui me dérange, moi, dans son accessibilité, c'est que le tennis masculin et féminin ne sont pas sur les mêmes chaînes. Et je trouve que c'est une démarche. Pour le tennis féminin, il faut faire la démarche d'aller sur une autre chaîne. Et c'est vrai que moi, je sais que je consommerais plus de tennis si c'était sur le même canal, mais je trouve que ça reste quand même accessible si on fait la démarche. Voilà. Tu te ferais vraiment un Furvitova Attends, je vais t'en trouver une autre. Selekmeteva, que tu connais très bien. Oui, et je connais, c'est une 2003. Il est là, le gars. Mais, vous l'avez, non? Vous l'avez signé ou pas encore? Et laquelle, Linda ou Brenda? Allez, partons sur Brenda. Non, mais oui, parce que je suis puriste et je regarde bien des matchs de Laurent Locoli contre. Non, mais là, c'était fait exprès de poser une question sur les femmes. Oui, je regarderai. Ok. Surtout si oula, la phrase est très bizarre, je vais contextualiser, mais surtout si c'est de la next-gen et que c'est des jeunes qui montent, quoi. Okay. Mais après... Ah oui, t'es vraiment à fond, quoi. Ah, je suis mordu, mais parfois trop. Et c'était quoi le moment où tu t'es lancé, où tu t'es dit, allez, je crée un compte et la suite, c'est le moment où tu as senti que ça prenait? Alors, le moment où je me suis vraiment dit, là, j'avais vraiment envie d'en parler, c'est que la montée des juniors, tout ce qui s'est passé en junior, ça a démarré avec l'Open d'Australie, ça devait être en 2020, où il y avait Harold Maillot, Arthur Cazot en finale. Donc, premier confinement. Et non, juste avant le confinement. Et là, j'ai commencé vraiment à consommer plus circuit junior. Je regardais déjà, mais là, vraiment d'une manière assidue. Et après, il y a eu rapidement après le Roland Garros, où il y a eu les 4 Français, Roland Garros junior, où il y a eu les 4 Français en demi, avec Arthur Fils notamment, Giovanni Mpecci, Lucas Van Haché, Stéphane Quenin. Et là, j'ai commencé à en parler d'abord sur mon compte perso. Et après, en 2022, la vraie histoire, c'est que je m'ennuyais dans ma fac. Okay. Et je me suis dit, je vais tweeter. Mais au début, c'était mon Twitter. D'ailleurs, j'essaye de supprimer certains tweets parce que c'était mon brouillon, en fait. C'était comme si j'écrivais des notes dans mon téléphone. Ouais. Juste, des fois, j'avais une réaction, j'étais content. Et c'était juste pour poser quelque part quelque chose qui me passionnait, que personne n'évoquait. Donc, tu tweets combien de fois par jour, à peu près? Là, je pense que je suis à 10-15 tweets par jour. Ah, t'es à fond. Fac de quoi, à l'époque? Fac de quoi, tu faisais? Fac de social, je suis éducateur spécialisé. Okay. Et donc là, je suis diplômé, je travaille. C'est pas trop dur d'allier les deux? Non. Parce que tu dois quand même être assez constant en fait sur tes tweets, regarder pas mal de matchs. Disons que maintenant, Twitter, c'est ritualisé. Là où un tweet pouvait me prendre 5 minutes avant, maintenant, en 30 secondes, je vais choper l'information, ça va vite. C'est plus de développer Twitch, de prendre le temps de liver quand
quand on se prend une journée de boulot dans les pattes, qu'on a des choses à faire dans notre vie privée aussi. Donc c'était plus sur cette optique-là. Le Twitter, en fait, pour moi, je le prends pas du tout comme une contrainte, même si je prends pas Twitch comme une contrainte. Mais des fois, je me dis, j'ai pas forcément envie de liver, mais il faut que je le fasse. Twitter, j'ouvre vraiment Twitter comme j'ouvre les autres réseaux, donc non. Pourquoi avoir choisi cette plateforme qui est par ailleurs Oui. réputée pour être un peu un réceptacle de haine et de gens qui se planquent derrière des pseudos pour défoncer tout le monde? Alors qu'il y a des bonnes choses, hein. Il y a vraiment des bonnes choses sur Twitter. Ouais. Tu dis pas X d'ailleurs? Ouais, parce que oui, on peut dire X Twitter, parce que moi je me suis lancé, c'était Twitter à l'époque. Ouais. Mais parce qu'en fait, c'est la seule plateforme où on peut communiquer publiquement. En soi, Instagram, c'est par story. Librement aussi. Librement. Et du coup, mais je pense que Twitter, il y a un vrai travail à faire d'avoir, une fois que notre page d'accueil, ce qu'on appelle une TL sur Twitter, est propre et globalement, elle est référencée en fonction de ce qu'on aime, bah, globalement, il y a peu de choses de négativité qui viennent. Et après, c'est la réaction des gens. Moi, je sais, par exemple, quand je vais tweeter sur certains joueurs, bah, je vais pas ouvrir les commentaires, ou pas tous, parce qu'il y aura toujours deux ou trois personnes un peu bébêtes qui vont mettre des choses. Mais je pense que c'est pareil sur YouTube ou sur Instagram. C'est le jeu, oui, tu auras toujours ça. Oui. Je pense que toi, par exemple, sur tes podcasts, tu as toujours 2 ou 3 personnes qui peuvent mettre des trucs ou aller te chercher la petite bête dans ton. Moi, ça va sur les podcasts, non. Ou alors une vraiment de temps en temps. Mais Johan, qui a créé Tennis Légende, ne lit jamais les commentaires sur Insta, Facebook, parce qu'il sait que c'est la cour des miracles. Oui, des fois, c'est compliqué. Mais après, toi, il n'y avait pas forcément de raison d'avoir de la haine envers tes interviews. Enfin, il n'y a pas de... Non, mais moi, j'ai pris 2-3 tirs sur... j'ai vraiment commencé dans ma chambre, à Bidart, pendant le confinement, avec une connexion foireuse, des micros, dont un qui était coupé, le truc sautait, enfin, il n'y avait rien qui allait, si tu veux. Là, ce qu'on est en train de faire, c'est Hollywood à côté. Ouais. Et j'ai fait 110 épisodes comme ça. Donc, oui, t'as toujours un petit commentaire ou deux, va t'acheter un micro, des trucs comme ça, quoi. Et c'est pour ça que je vous disais, sur les 2 premiers épisodes, il y a un mec qui bosse dans la Silicon Valley pour Logitech qui m'a fait livrer des micros. C'est quand même fou, quoi. Ouais, c'est fou. Mais dis, donne-moi ton adresse, il a payé les frais de douane. C'est lui qui a payé en plus? En plus. Non, mais incroyable. Il m'a dit, je te les offre, c'est pour moi, c'est cadeau. J'en peux plus de ton son. Ouais, c'est le pouvoir de la communauté, ça. Mais ça, c'est fou. Moi, je sais que sur Twitch, j'ai le même problème actuellement que toi, tu as pu avoir. Clairement, à chaque fois, je me fais vanner. C'est devenu un running gag, du coup, clairement. Là, c'est aussi le luxe. Mais du coup, oui, tu as une communauté qui est hyper bienveillante. Pardon. Le nombre de fois où on m'a dit, mais fais une cagnotte, on te donne des sous pour que tu t'achètes un vrai micro ou des choses. Ouais. Et d'un autre côté, c'est ça qui est bien. Mais même sur Twitter, je reçois au moins un DM toutes les semaines dans mes messages privés pour me dire que ce que je fais, c'est bien, etc. Ouais. Donc, il y a soit tu restes concentré sur le commentaire négatif. Je pense qu'on est tous passés par là en étant sur les réseaux. De regarder les stats dans un premier temps, les commentaires négatifs dans un autre temps. Et après, ça fait partie du jeu. Tu regardes plus et tu sais que de toute façon, ça va t'attaquer. C'est juste difficile des fois quand ça t'attaque sur des trucs un peu perso et tout, mais globalement... T'as dit que t'avais combien sur Twitter ? 25 000. Et ça me fait penser à Constance de Je sais tes maths, qui a 45-50, peut-être un peu plus. Nous aussi, on a 45-50, je crois. Et j'ai l'impression que c'est une plateforme où c'est dur d'aller faire péter 200, 300 000, 1 million. Et pourquoi est-ce que tu restes sur cette plateforme alors que sur un Insta, tu pourrais être peut-être à, je sais pas, 120 000, je dis n'importe quoi, hein, mais... Ouais, non, mais clairement, parce que 25 000 sur Twitter, je pense que... parce qu'en plus, moi, c'est récent. Je dis pas que vous avez des abonnés anciens, mais globalement... C'est plus ancien que toi, en tout cas. Ouais. Mais je suis là depuis pas si longtemps que ça. Mais en fait... pour le moment, j'ai pas pris le pli Instagram, la façon de communiquer sur Instagram, le format vidéo, toutes ces choses-là, c'est pas naturel pour moi. Ouais. Tu communiques différemment. Ouais, ce contenu rapide, etc. C'est pour ça que je suis plutôt parti sur Twitch. Moi, j'arrive pas à allumer ma caméra et des fois, je vais essayer de faire quelque chose de 35 secondes, ça va durer 4 minutes, parce que j'arrive pas à... Et ça demande du temps à l'heure actuelle. Et on se dit, il est depuis 2023, actif depuis 2023, faut qu'il passe sur d'autres plateformes, c'est vrai, mais j'ai ma vie aussi à côté. Ouais, bien sûr. Et c'est dur de mener
toutes les guerres en même temps. Est-ce qu'il y a un contenu qui a explosé, qui t'a fait passer dans une autre cour, et si oui, lequel? C'est pas un contenu, mais c'est l'évolution d'Arthur Fils. Le moment où Arthur Fils il a pété, j'ai pété avec lui clairement sur le réseau. Comment ça s'est produit? Parce qu'en fait, j'ai toujours parlé d'Arthur Fils avant qu'il ait des résultats, et ça se passe pareil actuellement pour Fonseca. J'ai toujours parlé d'eux bien avant qu'ils explosent. Et du coup, forcément, le moment où ils explosent, ça me fait gagner en crédibilité. Les gens remontent mes anciens posts. Il y a toujours 2-3 personnes du milieu qui ont un message gentil, et ça me permet d'avoir plus de visibilité. Mais j'ai pas, il y a eu cette période où Arthur a explosé, et j'ai explosé, mais j'ai pas encore eu la chose qui me fait vraiment basculer dans un autre. Le multiverse. Oui, je pense qu'il faudrait que j'aille sur les autres réseaux sociaux pour ça. Après, il y a très peu de communautés françaises où il y a beaucoup de followers sur le tennis. Enfin, je ne sais pas si vous avez des noms en tête, mais... C'est-à-dire ? Tu as très peu de chaînes ou de créateurs qui attirent beaucoup de gens en fait, autour du tennis. Tu as Jules Marie. Tu as des chaînes comme Tennis Légende, Service Volé. Tennis Légende. Quand même sur Insta, je crois. Ouais, Tennis Légende et Goran. Goran, il a quoi, 50, non, comme ça, ouais, mais par exemple, moi, Goran, je connais pas personnellement, mais son contenu, je m'identifie absolument pas je le consomme pas. J'ai du respect pour ce qu'il fait, et c'est très bien, etc. Mais je suis pas la cible. Et c'est ça qui est bien aussi. Je pense qu'il y a des choses à créer dans le tennis. C'est que Goran, il a explosé sur quelque chose et ça fonctionne et c'est super. Et en même temps, on peut aimer le tennis, pas être la cible, et il peut y avoir des choses qui existent à côté. Mais c'est vrai que le tennis, c'est pas comme... Il y a personne qui a des millions d'abonnés en parlant de tennis. Les références, on vient de les citer, et ça tourne autour de 50 000 abonnés. 100 000 grand max. Ouais, 100 000 grand max. Donc, les petites balles jaunes, tu suis ou pas ? Oui. Et tu t'aimes pour le coup ? Oui, plus. Parce que c'est assez similaire de Goran, je trouve, non ? Goran, c'est plus... je trouve que Goran, c'est... C'est BNP Paribas, quoi. C'est même plus je sais pas. Je trouve que Goran, c'est plus instagrammable. Ça va dans le global ça met en avant le tennis. Et là où ce que j'aime beaucoup dans le contenu de la petite balle jaune, ce que je peux... consommer, c'est quand il va vraiment faire des interviews voitures avec des joueurs. J'ai l'impression que il va un peu plus loin et de ressentir un peu plus la passion. Mais franchement, je suis sur Instagram, etc. Je suis pas trop la cible. Je dis pas parce que t'es là, mais vraiment pour le coup, je préfère me mettre 1h15 de podcast de Val Royer en fond. Au Rwanda. Vraiment au Rwanda, mais vraiment, pour le coup, c'est vraiment comme je suis que regarder sur TikTok ou sur Insta des trucs rapides ou des gens qui débriefent l'actu en 1 minute. C'est un contenu que je respecte, mais je suis moins la cible. Je préfère. Et justement, ta cible à toi, c'est quoi ton audience ? Moi, mon audience, c'est des puristes, là, pour le moment. C'est vraiment des gens qui analysent, qui aiment les différents circuits et qui sont capables de regarder des matchs de Val Royer ou de Harold Maillot ou tous ces joueurs-là. Et quel âge Quel âge ma cible ? Ton audience Entre 20 et 30. J'ai regardé sur Twitch et TikTok et Twitter il n'y a pas longtemps. C'est entre 22 et 35, je crois. Tu fais un live Twitch par semaine à peu près ? Ouais, j'essaye d'en faire 2-3 quand je suis actif. Mais après, j'essaye de react au match, j'essaye de voir... En fait, je commente les matchs de Challenger. D'accord. Et pour le moment, au niveau des droits, personne ne m'a jamais embêté, mais je touche des bois. Oui, J'ai essayé de faire les démarches. J'ai envoyé des mails aux personnes des Challengers, etc. J'ai jamais eu de réponse. Donc je me suis dit, tant que j'ai rien, je verrai bien un jour. C'est quoi ton audience quand tu fais ça ? Ça peut aller. En fait, ça dépend très sincèrement de la hype du joueur. Par exemple, j'ai fait Moïse Kouamé, qui est un jeune 2009, à Créteil ? À Créteil, il y a une semaine, il y avait 300 personnes sur le live. Ah, c'est pas mal. Je fais Val Royer au Rwanda, il y a 50 personnes. C'est ouf. Donc, c'est quoi, c'est la fame de Moïse, tu penses ? Ouais, c'est ça. Gabriel Debreu, il y a toujours beaucoup de monde. Arthur Fils, j'ai peu fait, mais à chaque fois que je fais, parce que maintenant j'ai plus les droits parce qu'il joue les matchs ATP.
Donc, il y avait toujours 150, 200 personnes. Ouais, ça dépend clairement. Fonseca, il y avait pas mal de monde aussi. Et tu disais que tu étais assez bon pour sentir qui allait péter comme ça. L'ami Joao, là, tu parles de lui depuis combien de temps? Joao, je l'ai découvert quand il a joué Gabriel Debru au troisième tour en junior, l'année où Gabi gagne, donc ça devait être 2022. Et oui, c'est ce que tu nous disais en off, c'est que ton activité du coup de créateur de contenu t'a permis de connecter avec des mecs comme Gabi Debru qui a gagné Roland Junior, et de devenir non seulement connecté avec lui, mais de devenir pote. Ouais. C'est marrant, tu peux nous raconter comment ça s'est fait, un truc comme ça? Bah, ou en fait, peut-être même avec d'autres, je sais pas. Pote et vraiment discuter. Je discute avec Gabriel Debru et Laurent Locoli, c'est vraiment les joueurs avec qui j'échange. Ça dépasse le tennis. Ouais. Après, il y a plein de joueurs et je sais par exemple que, en fait, j'ai toujours parlé de Gabi et d'autres, même Giovanni Mpecci, Arthur Fils, avec qui j'ai pu avoir des échanges à une époque où ils étaient encore en ITF, en junior, donc il n'y avait pas tous les médias autour d'eux et donc ils rentraient en interaction avec moi. Et Gabi, il est rentré on a discuté et puis il a bien aimé. Je pense ma manière de communiquer, parce que je disais aussi quand j'ai toujours donné mon avis, mais en étant bienveillant. Et puis Gabi, je sais que j'ai pu échanger aussi avec ses parents. Ça a dépassé un petit peu le cadre du coup que de tennis. Professionnel, mais quand je suis allé à Rouen le voir jouer, on a passé du temps aussi ensemble, etc. Mais c'est ça qui est, je pense, quand on est créateur, en tout cas moi ça me l'a vraiment fait au début, on prend on ouvre son téléphone, des fois on est follow par des personnes, suivi par des personnes, et on est heureux comme des gamins parce qu'on se dit waouh, ça fait je le suis. Et ça m'a fait aussi pour d'autres joueurs, par exemple avec Gaël Monfils. J'ai eu une interaction avec Gaël Monfils, j'étais comme un fou dans ma tête. J'étais tout seul chez moi, j'avais l'impression que c'était quelque chose de fou, mais oui, ça dépasse des fois. Après c'est toujours au bon vouloir du joueur, quoi. S'il a envie on va pas forcer à envoyer 50 000 messages. Toujours le joueur qui apprécie ta démarche, ton contenu ou non, quoi. Mais voilà. Tu parlais de Gabriel, de Kwame. Aujourd'hui, toi, tu vois qui dans la génération française qui va exploser dans les prochaines années? Ça dépend toujours où on met le curseur. Pour le très haut niveau, je pense que Kwame est clairement pour le moment, mais il faut voir le développement, il faut voir l'entourage, il faut voir tout ce qui se passe autour de lui parce qu'il a 16 ans. Mais en tout cas, les temps de passage, c'est équivalent à Alcaraz, très clairement pour le moment. Et Alcaraz était déjà en avance sur tout le monde. Mais les temps de passage, victoire, niveau de jeu, etc., Kwame, il est largement dans les temps de passage de... Fabuleux pour nous. Bah oui. Fungiball, Kwame, ou pas encore? Non, pas encore. Mais on va aller sur le dossier, Mais après, ça va dépendre de comment il se développe, etc. Mais en tout cas... Il a 15 ans, c'est ça? Il vient d'avoir 16 début d'année, là. Et je pense... qu'il aura wildcard qualif à Roland, ça me semble très peu probable qu'il ne l'ait pas. Quand je vois à qui ils peuvent donner, dès que c'est un petit peu jeune, lui, il a déjà les résultats pour les avoir. Mais sinon, non, à l'heure actuelle, pour le très haut niveau, je vais rester sur... J'ai toujours dit que je pensais que Gabi allait exploser à un moment. C'est plus long que il ce en que est je où, pensais. Gabi? Là, il va revenir de blessure. Il est blessé, donc il va revenir courant avril sur le circuit. Il est quoi, top 300 là, 250? Ouais, il est aux portes, il est quasiment dans le cut pour les qualifs de Roland. Et il faudrait juste, je crois qu'il va faire 2 ou 3 tournois avant le cut. Il va falloir qu'il performe. C'est combien le cut? 230? Ouais, 220 et tranquille de chez tranquille. 230, faut serrer les dents parce que je crois que Jules Marie, il est pas passé pour peu l'année dernière. Il fait des challengers ou des ITF plutôt là? Il fait full challenger. C'était décidé par... Même pas, parce qu'en challenger, maintenant, les points ont baissé. Donc, c'est limite mieux de gagner 3,25 000 que de faire 3,5 en challenger. C'est même mieux. Et toi qui suis ces tournois, tu trouves pas que la concurrence est de plus en plus rude dans les ITF 25 et 15? En fait, je vois souvent les débats et je pense on peut être que d'accord sur le fait de dire que le top 10 d'il y a 10 ans était plus fort quand on voit au-delà des 3 monstres plus Murray, on voit Berdych, Ferrer, un peu les deux, mais je pense que le niveau du top 100 a énormément augmenté, même le niveau du circuit en 10 ans, et ça, personne n'en parle. Mais d'un côté, je voyais un commentaire l'autre coup sur Twitter qui disait on râle parce qu'on n'a pas de top 10 qui tiennent vraiment toujours
la route et qui peuvent tomber plusieurs fois des premiers tours de tournoi. Mais d'un autre côté, quand il y a 10 ans, sur tous les matchs entre les top 10 et des mecs 60, il y avait 6-2, 6-3 ou 6-4, 6-4, on râlait aussi en disant qu'ils étaient intouchables. Ouais. Donc, on râle tout le temps alors. Ouais, on râle tout le temps. Les Donc, Français, ouais. Ça, le monde, je pense que tout le monde... Moi, je trouve ça mieux justement que, par exemple, Medvedev, Rublev, ils ont été éliminés au premier tour là, en Australie. Moi, je trouve ça mieux, justement, ça laisse plus de place justement à la surprise, à des matchs un peu différents. Alors, c'est vrai que t'as quand même beaucoup de matchs où les mecs s'envoient des parpaings pendant 3 heures et en fait, tu te retrouves avec des matchs un peu moins sexy qu'à l'époque, mais au moins, t'as quand même plus de diversité. C'est ça. Après, t'as des avantages et des inconvénients. Après, va falloir que, pour le moment, Alcaraz et Sinner sont tellement en train de... Même si Alcaraz est quand même peut avoir des trous... ils sont quand même très au-dessus et il va falloir que certains joueurs puissent resserrer le niveau. Sinon, si on est sur un top 2... Tu connais un peu les Mensik, Machak, Fonseca, évidemment. Oui. Tu vois, les jeunes, t'en penses quoi? Tu penses qu'ils peuvent titiller un petit peu, aller chercher, peut-être pas un grand chelem, mais aller les titiller sur des Master 1000? Mensik, Fonseca, ça prendra du temps, même si Fonseca, il montre à l'instant T qu'il n'a pas de temps et qu'il... Je pense qu'il peut y avoir une redescente à un moment donné dans la saison et c'est normal. Et même peut-être la saison prochaine. Là, il a un peu l'innocence. Moi, je pense que c'est des mecs qui vont arriver et qui vont concurrencer. En fait, dans le tennis, on traite toujours à l'instant T. Je me souviens, il y a un an, on pouvait dire mais il n'y a personne. Et là, tout le monde a découvert Fonseca et tout le monde a envie de mettre Fonseca top 3 juste derrière les deux autres. Et en fait, ça sera peut-être Mensik qui va prendre... une star, là. Fonseca. Déjà au Brésil, il avait un nombre d'abonnés, il était dans les mêmes ratios d'abonnés que mon fils ou quelque chose comme ça avant l'Open d'Australie. Et là, c'est une star. Et puis l'Europe l'a découvert assez tard. C'est pas comme les profils européens où qui jouent les petits as, les gros tournois connus et un peu tout le monde, les vrais. On a un peu des vidéos, des choses qui tournent. Lui, il est vraiment arrivé en Europe à 16 ans. Et là, il a explosé un petit peu depuis un an, mais c'est cool. Voilà, apparemment, ces agents, ils veulent pas faire de deal avant qu'il soit top 10 avec n'importe qui. Ils laissent monter les enchères. Là, clairement. Je pense que ça va être. Oui, vu le potentiel, tu vas pas signer des contrats aujourd'hui alors que tu es dans le top 100, alors que potentiellement tu peux être une ultra star dans le top 10 et multiplier par 10 tes contrats. Fonseca top 10, la temporalité pour vous? Très bonne question. Imminente. 1 an peut-être? Ouais. Je vais dire entre 6 et 12 mois. T'es bien placé pour le savoir, parce que tu les as approchés, les agents? Et on a quand même un réseau d'agents et on connaît un peu les tendances. Par exemple, tu vois des joueurs comme Alcaraz ou Sinner, généralement ils font aucun deal en dessous d'1 million d'euros par an. Ouais. Et des joueurs très très prometteurs, la tendance c'est on attend qu'il monte. Et une fois qu'il est en haut, là je négocie le contrat. Et là par contre je vais te faire cracher de l'argent en fait. C'est un peu ça. Daniil et Sacha? Daniil et Sacha, ça va encore. Même si Daniil, il a gagné alors on peut pas divulguer les montants évidemment. Mais Daniil, ça va encore, c'est 300 000, je crois. Non. Franchement, c'est assez correct. Après, nous, c'est un jeu, on est une start-up, on peut pas débourser des millions d'euros. Mais c'est ça la problématique dans les jeux vidéo et aussi pourquoi est-ce que le tennis, t'as pas aujourd'hui, de jeux vidéo, de produits où t'as beaucoup de joueurs d'un coup. Parce qu'en fait, tu peux pas avoir toutes les licences parce que ça te coûte super cher. Top Spin, ils ont pas tout le monde, d'accord? Non. Non. Justement, c'est pour ça qu'ils ont été critiqués à leur sortie. Okay. Parce que, en fait, t'avais 10-15 joueurs. Okay. Et il te manquait la plupart, quoi. Ouais. Mais si tu veux, en fait, avoir des joueurs où ça va du top 100 de Giovanni à Medvedev, Sinner, Alcaraz, Tsitsipas, Humbert, etc. En fait, si t'as pas 10 millions d'euros, et encore, en fait, tu fais rien. C'est pour ça qu'il y a aucun jeu vidéo ou autre où t'as pas toutes les licences. À quel moment tu t'es dit, en fait, je comprends que c'est mon truc, tout ça, là. Les ITF, les futurs, les juniors, les tchals. Et est-ce que tu t'es pas trouvé un peu chelou sur les bords? Si, mais on en parlait en amont. Moi, j'ai grandi à Auxerre et mon père m'a amené au stade et je suis grandi avec la méthode Giroud. En fait, c'est mon éducation, la GIA. Ouais. Et Giroud, il connaissait des U12 à ses seniors, il connaissait tout le monde. Et je pense que j'ai baigné dans ça et j'ai besoin, dans ma consommation de sport et même dans ma culture G, quand un sujet m'intéresse, de tout savoir. En fait, je déteste recevoir, voir quelqu'un arriver et pas
connaître le sport et pas comprendre d'où ça vient. Là, pour le tennis, ça n'existe plus parce que je connais tout le monde. En soi, du top 1000, je pense que je connais 700 ou 800 joueurs, donc ça arrive pas. Mais même dans le foot, voilà, je parle que de tennis, mais le foot jusqu'à les niveaux semi-pro, je connais les clubs et je sais ce qui se passe. T'es quasiment autant passionné de foot ? Oui. C'est bon ça. T'es pour qui au foot ? L'Olympique Lyonnais. Ah. Il attendait la réaction. Le seul Olympique. Personne n'est parfait. Olympique. Et c'est quoi ta patte à toi, ta touch si on va sur... Moi, je suis pas sur X, tu vois. Je dois avoir l'appli quand je l'ouvre, on me demande mes identifiants, je ne connais pas. Mais si on se met sur ton compte et qu'on voit ton feed, ça ressemble à quoi ta manière de faire ? Ma manière de faire, c'est... déjà, je pense que c'est ce qui ressort, mais on ressent tout de suite la passion. Et je pense que c'est ça qui plaît aussi. C'est qu'on sent que je suis passionné et que je crois à fond ce que je raconte et que j'aime. Et je pense que on trouve autant des réactions à des vidéos où je sais que ça va fonctionner, que ça va nécessiter de la réaction parce que voilà, s'il y a un point énorme de Alcaraz, si je mets ce que je ressens, en fait, je réagis à ce que je ressens tout le temps sur Twitter en mettant un peu de cadre pour pas que ça soit non plus n'importe quoi, mais du coup, si je vois un point un très beau point, je vais dire ce que je ressens au moment où je vois le point. Okay. Donc ça, je sais que par exemple, ça va toucher grand public. Et d'un autre côté, entre ce tweet-là et d'Alcaraz, peut très bien y avoir un petit Français de 16 ans qui a gagné un ITF junior à je sais pas où, en Afrique du Sud. Et c'est ça, en fait, je pense, c'est de couvrir la globalité des choses et globalement de pas louper les informations importantes des jeunes. Globalement, tous les jeunes qui ont des résultats, j'en évoque et je donne mon avis de ce que je pense. Par exemple, je sais que ça fait débat et je l'assume. Je respecte ce qu'il fait, mais je suis pas du tout fan de ce que fait Léa Nertin. Son jeu, son potentiel, j'y crois pas pour un top 10, etc. Ouais. Sauf que je le dis depuis 2 ans. Et à contrario, autant sur Fonseca, tout le monde me dit « Romain, t'as trop raison ». Là, sur Tin, tout le monde me dit « Romain, tu te plantes ». Et c'est ça aussi qui crée de l'interaction. Ouais, sympa. C'est que je me mouille et après, par exemple, Giovanni Mpecci, j'ai dit « 2024, il sera pas top 100 ». Il a été top 30. Planté. Donc, je me suis planté, mais c'est ça aussi que les gens, ils recherchent. Et, c'est imparfait, mais c'est assumé que c'est imparfait. Ça, c'est cool, ouais. Donc, c'est vrai que Lerner, il fait pas assez péter. C'est ça. Moi, j'adore. Hein. J'aime bien moi le aussi, mec. Mais surtout qu'on disait que j'étais un rameur, donc forcément, le mec, il a tout compris au tennis. Mais je trouve que ça peut manquer un petit peu de punch. Et par exemple, fils Van Haché, je me suis fait attraper ma veste pendant longtemps parce que j'ai toujours dit que je croyais plus en Arthur. Si t'es pas sur Twitter, tu peux pas savoir, mais je suis le fan numéro 1 inconditionnel d'Arthur Fils. Okay. C'est-à-dire qu'à chaque victoire, tout le monde là hurle dans mes commentaires de joie. À chaque défaite, on me demande de réagir et on attend avec la fourche pour que... Qu'est-ce qui fait que t'es si fan d'Arthur ? C'est son jeu, je sais pas. Genre, je trouve qu'il dégage quelque chose. Je l'ai découvert en junior aussi sur le Roland confinement, là, en octobre. Et je sais pas, Mais là, tu devais être en fire à Indian Wells. Oui. Mais en fait, à Indian Wells, c'était pas le plus dur parce que je prenais ça comme du bonus tellement j'ai vu Dubaï et je me suis dit, il est tellement pas prêt que je me suis dit, bon là, c'est que du bonus. Mais il y a eu des matchs où c'était compliqué à gérer. Quand il a perdu 5 fois sur Arnaldi, ou de la 3e défaite. Oui, non, mais là, quand je te dis on fire, c'est moi, positif. J'ai jamais vu aussi bien jouer, quoi. Ça m'a vraiment très, très impressionné. Oui, mais du coup, d'un autre côté, j'ai pris un peu avec du recul, parce que je sais qu'Arthur, là, je prends avec du recul maintenant, et je sais qu'Arthur, il est capable de perdre demain 2 et 3 contre, je crois que c'est Diallo qui est passé, 2 et 3 sur Diallo, alors qu'il lui a mis 6-2, 6-2 la semaine dernière, quoi. Donc, je prends avec un peu avec du recul, mais voilà, c'est ce qu'on peut trouver, je pense, sur mon compte. On trouve pas mal de mesures et d'analyses, je pense, sans trop me tromper à des moments. Je pense plutôt avoir un avis éclairci sur pas mal de sujets. Et par moments, des choses où il y a la passion qui parle et je suis pas lucide, où je me trompe complètement. Mais voilà. Juste pour terminer sur ce volet de ta patte et de ce que tu proposes, c'est quand même atypique d'être autant passionné. Moi, je sais que j'ai ce truc où je regarde LiveScore depuis que j'ai 13 ans. Livescore.com, qui est un site avec tous les challengers. Oui, je connais aussi. Et je me suis... Et ITF aussi. ITF ? Non, pas livescore.com. Ah ouais ? Ok. Ouais.
Déjà, Tchal, ça fait quelques années, mais c'est récent. Avant, c'était que les ATP. Et je pense que dans ma vingtaine, je me suis dit, mais c'est pas normal, en fait, de regarder ce qui se passe en Ouzbékistan avec autant de passion. Tu vois, vraiment, le matin, premier truc quand je me réveille. Bon, maintenant, c'est assumé, c'est bon, c'est acté, j'ai compris que j'étais comme ça. Et en quoi est-ce que tu penses que ton travail, ta communauté a un impact, peut-être pour ces joueurs qui manquent parfois de visibilité, de ce circuit qui est pas assez couvert? Est-ce que tu as réussi à jauger un peu ça? Oui, j'ai jaugé clairement sur certains joueurs. Je sais que sur le réseau, ça c'est très personnel X. Je dis pas que j'ai lancé une hype autour d'un joueur et que si les gens vont voir ce joueur, c'est parce que j'en ai parlé. Non, mais il y a beaucoup de personnes qui découvrent les joueurs parce que j'en ai parlé. Et par exemple, je sais que sur Roland Junior, parce que c'est le tournoi qui est accessible en France, je reçois, mais vraiment sur cette période-là, mais une grosse centaine de messages, de photos dans mes DM de gens qui vont voir jouer des 2006-2007 et qui me disent « Ah, je t'en ai entendu parler, là, je me déplace, etc. » Ah ouais, Et après, je sais qu'il y a pas mal de personnes, or pas toujours les joueurs, parce que je pense que les joueurs, ils sont concentrés dans leur projet aussi, mais j'ai pas mal de frères, de cousins, de personnes de la famille qui me remercient, qui me donnent des fois des petites croustilles comme ça aussi. Mais je pense que ça permet en fait de connaître et je pense que mon impact, c'est que quand quelqu'un va voir un match, des fois, je le dis avec de la modestie, mais le nom, il le connaît parce que j'en ai parlé sur ce réseau-là. Ouais. Et que du coup, il arrive dans la tribune et il se dit, tiens, je vais m'arrêter parce que j'en ai entendu parler et ça m'intrigue. Yes. Là où peut-être que je vais essayer de citer un mec un peu moins connu, de qui je parle beaucoup, Marc Lajal, genre j'aime beaucoup le profil. Et j'en ai fait un peu beaucoup de pub par moment. Ah ouais. Et du coup, il y a à Roland, un Marc Lajal contre un Espagnol, il y a plein de gens qui iraient pas voir. Et là, de se dire, attends, ce nom-là, j'en ai déjà parlé, je vais m'arrêter, je vais me poser en tribune. Dans le dur un peu, non? Oui, un petit peu dans le dur. Mais qu'est-ce qu'il a? J'ai l'impression que tous les joueurs que j'évoque, ils sont dans le dur. Peut-être un marabout, en fait. Je sais pas. Après, c'est très compliqué, le tennis. On en parlait. Je crois que j'ai réagi à un message à un tweet de Tennis Légende, là, il y a 2-3 jours, qui disait que Sina, un Italien là, qui a gagné son premier match en Italie, il perd sur Kuzmazov, qui est 300 il y a 10 jours. Et là, il bat un top 100, il lui met 2-7. Donc, en fait, le tennis, ça va vite. D'un jour à l'autre, tu peux gagner. C'est incroyable. Tu peux gagner des matchs comme ça. Donc, je pense que ça. En fait, il faut entamer une dynamique positive. C'est toujours comme ça. Dès que tu commences à gagner, c'est plus facile de gagner le match d'après. Ça paraît une phrase bête, mais c'est vraiment des dynamiques. Et du coup, t'es super actif du coup sur les réseaux, sur X et même Twitch. Et comment t'arrives à gérer ça au quotidien? Comment t'arrives à publier autant et quels sont les meilleurs moments pour publier? C'est clairement devenu dans mon quotidien, quoi. J'ouvre Twitter comme si j'ouvrais mes messages. D'ailleurs, mes proches me reprochent souvent de pas répondre à mes messages, mais vu que du coup je suis sur Twitter, dès que je lâche le téléphone, je réponds plus parce que ça a la double utilité, mon téléphone, c'est Twitter et tout ce que j'ai dans. Tu fais tout depuis le téléphone? Ouais, je fais tout depuis le téléphone. Je fais rien sur l'ordi. Ah ouais. Et non, c'est trop galère. J'ai l'impression d'être un petit vieux à mettre les lunettes et tout, donc je préfère faire sur mon téléphone. Mais en fait, ça dépend. Dès que j'ai des créneaux, j'ai des moments de dispo, par exemple, des fois je sais qu'à 13h, un tel a gagné, mais je vais bosser jusqu'à 17h. Donc dès que je vois qu'il a gagné, je le garde en tête et je me dis, ok, dès que j'ai du temps libre, à 17h, je publie. Okay. Après, je sais pertinemment qu'il y a certaines choses, c'est très bien de réagir directement si je veux faire des stats, et parce qu'on en est toujours au même point. Au début, vraiment, Twitter, c'était juste une manière de m'exprimer. Là, ça m'a permis de vivre des expériences et de développer des choses et d'être visible auprès de plein de personnes. Et il y a toujours cette volonté de faire plus pour évidemment essayer pour être vu par des personnes et continuer à développer ce que je fais. Parce que l'objectif, ça serait... Si jamais c'est possible de bosser dans le tennis et que ça m'ouvre des portes, je vais pas cracher dessus. Donc il y a certains moments, je sais qu'il faut être présent. Donc j'essaye de voir quand il y a 6-2-5-3 et que ça va se finir, d'anticiper, de préparer le tweet, d'être dans la réaction immédiate. Par exemple, l'Indian Wells pour Arthur Fils,
dès les 8e, 16e, je savais qu'il fallait que je mette rapidement parce que ça allait. L'algorithme, c'est toujours pareil. Si tu mets direct, bah, t'es vu, t'es référencé et après, t'es dans le feed de tout le monde. Et donc ça dépend vraiment des actus. Mais dès qu'il y a une actu chaude, j'essaye de réagir en direct. Ouais. Et si c'est une actu un peu moins chaude, genre une victoire en challenger, etc., je me laisse de 3 heures, 3-4 heures. Un tweet, c'est combien de caractères déjà? Bah alors, du coup, depuis qu'on pouvait prendre la pastille. La pastille, c'est quand t'es certifié? Ouais, on peut. Maintenant, faut payer pour avoir la pastille sur Twitter. C'est $70, quelque chose comme ça? Non, c'est 10 € le mois. Ok. Ouais, 120, ouais. T'as une offre à l'année, je crois. Ouais, mais du coup, moi, je prends au mois parce que je sais pas si parce je que me dis chaque fait. mois, je sais pas. De quoi demain est fait? Mais en fait, du coup, je le fais Avec même Elon. pas. Parce que du coup, on gagne de l'argent sur Twitter quand on a la pastille, mais on gagne pas. Non. Comment tu monétises? Au niveau des impressions et des vues et des likes, etc. Quand t'as la pastille. Quand t'as la pastille. Mais je suis rentable tout juste. Hein. Moi, avec mes impressions, je dois être top 5 Twitter français tennis au niveau des stats. Et je rentabilise tout juste. Et le compte qui fait le plus, c'est Univers Tennis. Combien? Pour le tennis. Il a combien? Il doit avoir 70 000 abonnés sur Twitter. Ok. Et, Ouais, je connais, ouais. et il est tout juste pareil rentable. C'est pas rentable Twitter. Juste la pastille, elle te permet d'écrire. T'as plus de caractères en fait. Tu peux écrire autant que tu veux. C'est difficile d'être rentable sur les réseaux, sur les médias tennis, etc. Oui, je pense que c'est compliqué pour partout et c'est une question. Je pense que c'est même impossible d'être rentable sur les réseaux. Il faut qu'il y ait des marques, il faut qu'il y ait des T'as besoin choses de derrière. sponsors, ouais. Mais c'est même impossible, très clairement, d'être. C'est pas possible d'être rentable sur les réseaux actuellement. Il faut qu'il y ait des Faut personnes que t'aies, derrière. des marques comme, je sais pas moi, Ed, etc., qui viennent te sponsoriser, ou encore des UTS de Patrick Mouratoglou. Il y a que ça, quoi. C'est ça. C'est qui numéro 2, 3, 4? Il y a Constance qui fait Ouais. toujours beaucoup Qui de. Constance de Je Je sais sais tes tes maths. maths. Ah oui. M7 Talk. Non. Non Je sais tes maths, c'est que des stats. Mais Ah, je l'ai pas celui-là. tu l'as forcément vu Ouais, passer. à un moment ouais, donné, j'ai t'as vu vu passer. Elle Franchement, elle est quali. Hein. elle est incroyable et Ouais. franchement, ce qu'elle fait, c'est. Elle est passée 2 fois sur le podcast. Ah ouais? Ouais. Je connais J'aime pas. bien, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Oui. Puis même Et elle fait humainement. que le circuit féminin ou pas du tout? Non. Masculin, féminin et même sur les du jeunes sport, cracks. Et même sur les jeunes cracks, elle va aller chercher des stats. Ok. Elle a sorti un livre à Noël. Là. Ah ouais? Ouais, Sympa. je te l'amènerai. Ouais, il est top son livre, vraiment. Et après, il y a Univers Tennis, il y a Constance qui fait vraiment beaucoup de stats, il y a Remly qui est un créateur. Je pense que tu connais pas si tu. Combien? Pareil, autant que moi à peu près. Et après, il y a. Alors ça, c'est sûr que tu connais pas, mais il y a un compte qui s'appelle Troublos et c'est l'humour parodique provoque plus Sur le tennis. sur le tennis. Ça, c'est niche. Ouais. Et oui, sauf que les joueurs, des fois, il y a eu des frictions, quoi. Ah ouais. Donc, parce que. Ouais, il s'est fait un peu tirer dessus. Ouais. Il s'est fait un peu tirer dessus. Et parce que, moi, j'aime beaucoup parce que je sais que c'est un personnage et que ça sort. Voilà, il fait ses blagues, mais derrière, il n'y a pas de mauvais fond. Il cherche D'accord. pas à monétiser ce qu'il fait. Ouais. Juste, c'est une manière de traiter l'actu et de pas traiter l'actu dans un angle de fan tout le temps. Parce que moi, c'est ce qui peut m'être reproché. Forcément, comme j'aime beaucoup le joueur, par exemple, sur Arthur Fils, je vais avoir du mal des fois à tirer un peu quand ça va pas. Ouais. Ou je vais le faire doucement, lui, il va tirer plein pot. Et du coup, c'est très clivant. C'est un compte, soit tu l'aimes pas. Mais globalement, c'est ces comptes-là qui. C'est ce qui fonctionne le mieux. Hein. De toute Oui. manière, tu peux pas plaire à tout le monde. Oui, Ça, c'est une fausse. Et Twitch. Perso, moi, je suis jamais allé sur Twitch. Toi, Jean? Ouais, moi, j'y suis allé pas mal de fois. Après, c'est vraiment du contenu, beaucoup gaming à la base. Ouais. Mais t'as de plus en plus de sport, t'as de plus en plus De podcast aussi. ouais, de podcasts, Ouais, je vais avec le podcast t'as tout, du cinéma. Alors évidemment, il y a beaucoup de jeux vidéo, mais t'as un peu de tout. Ouais. Comment tu t'es lancé? C'était quoi l'idée? Pourquoi ne pas aller sur Insta et choisir Twitch? C'est quoi le parti pris? Parce que
Très honnêtement, il y a 2 raisons. La première raison, c'est au niveau du temps, financièrement, cette raison-là. Ouais. Parce que Twitch, j'allume ma cam et je parle. Et j'éteins ma cam, c'est terminé. Ok. Sauf si derrière, je veux monétiser ce que j'ai... je veux publier ce que j'ai fait. Et là, à ce moment-là, mon live, j'essaye de tirer des extraits pour mettre sur YouTube, Insta. Mais j'en suis pas encore là. Mais il n'y a pas forcément un travail derrière... par exemple, YouTube, Insta, voilà, il y a le moment et puis après on travaille le montage. Soit tu payes quelqu'un pour le faire parce que t'as pas le temps, soit tu le fais toi mais ça te demande du temps. Et moi, ni l'un ni l'autre pour le moment je peux parce que je sors de mes études en plus. Donc voilà. Et puis j'avais besoin de. En fait, Twitter ça m'allait, mais c'était très virtuel. Twitch reste virtuel, mais tu lis pas toujours les commentaires des personnes et des fois tu vois le commentaire 3 heures après puis t'as plus envie de répondre parce que toi t'es passé à autre chose dans ta tête. Ouais. Alors que Twitch t'as la réaction à l'instant T avec la personne et ça crée une proximité et puis je pense que c'était un premier exercice pour montrer mon visage, commencer à parler parce que du coup quand tu restes derrière Twitter t'es une photo, t'es une bulle. T'es planqué. Et c'est ça, c'est pour ça que Troublos Il tire à balles réelles. Personne n'a jamais vu sa tête à Troublos. Mais va voir, va te promener, voir 2-3 tweets de Troublos ce soir. Je pense que tu vas rire, tu vas dire oula, il y a 2-3 trucs. Ça va te nécessiter une réaction. C'est sûr que tu vas avoir une réaction. Moi, ce que j'adore, c'est quand Johan il fait ça un peu, mais il tire pas, mais il dit les choses sur Benoît Paire ou Kyrgios. Je sais pas si t'avais vu passer des posts où Paire était en train de défiler déguisé à Ibiza dans une boîte et Johan l'avait surnommé Benny the Goat et c'était un running gag qui ressortait. Benny the Goat a encore frappé et là il le mettait avec des bouteilles et tout, mais il y allait à fond quoi. Je me dis putain, il ose quand même parce qu'il est tellement visible, Tennis Légende, que c'est Johan le fondateur, c'est pas moi, et je me dis putain, il ose quand même y aller à fond quoi. Mais le divin chauve Manarino, ça vient de Twitter. Ça a été, c'est un délire qui est parti de là. Alors, je saurais pas vraiment dire, mais il y a d'autres créateurs qui étaient là il y a 5-6 ans sur la plateforme DRX et tout, qui ont vraiment poussé le truc. Ouais. Et DRX, il fait partie des gars qui étaient en Australie l'année dernière, qui avaient... Peut-être que tu visualises si je te dis ça. Il y avait un mec qui avait le maillot genre de l'équipe de France 98 écrit Divin Chauve derrière. C'est fabuleux, ouais. Et du coup, mais il avait déjà lancé le truc et tu vois, Divin Chauve, c'est vraiment une hype de Twitter. Ouais. On est bête, on voit un chauve qui joue bien. Et en plus, il montre zéro émotion. Manarino, il est très très bizarre comme personnage. C'est clair. Il est dans le dur là. Ouais, là c'est compliqué. Mais du coup, voilà, il y a des choses comme ça qui sont bien et qui sont c'est léger par moment. Après, t'as forcément des gens qui viennent déverser leur haine, mais... Et Twitch, vous pensez que c'est le futur ? C'est un peu comme TikTok ou ça dit quoi ? Je sais pas, moi je sais... C'est différent. C'est différent. Je sais que ça m'a ouvert des opportunités, Twitch. Je sais que c'est par là aussi que j'ai pu... C'est parce que j'ai été sur Twitch que cette année, j'ai pu commenter les qualifs de Bercy le samedi. Énorme. La première journée. J'ai pu faire des choses à Roland-Garros et tout. Et je sais que ça fait aussi partie de... Parce que c'était diffusé sur Twitch et que j'étais connu comme créateur tennis sur Twitch. Donc ça m'a aidé. Mais je sais pas, parce que le tennis, ça reste très niche, etc. Mais par exemple, là, le podcast qu'on fait, je sais qu'il y a des gros créateurs, ils le mettraient en live et exactement ce qu'on fait là, ils le feraient en live en fait. Et du coup, les questions qui défilent là. Ouais, c'est ça. Et donc ça apporte d'un côté, ça apporte un plus, d'un côté, ça dépend de ce que tu veux vraiment amener, mais c'est un beau réseau social. Et il y a très peu de live tennis. Hein. Franchement, il y a rien. Il y a rien du tout. Il y a rien qui. Il y a que l'émission Sans Filet qui est diffusée sur plein de plateformes et qui est sur Twitch. D'accord. Mais c'est la seule vraiment chose assidue qui existe à l'heure actuelle. Mais interesting. Faudrait développer. S'il y a des marques qui m'entendent et qui veulent développer, je suis là. Tu t'es déjà fait payer des prestations de Romain Nexgen dans le tennis, des collabs avec des marques, des tournois et tout comme ça? T'as fait quoi? Tu peux nous dire? Avec Fungible. Avec Fungible. Vous avez bossé ensemble, ouais. J'ai pu à Roland-Garros, j'ai fait une collab avec un gros créateur Twitch qui s'appelle Domingo. Ouais. Et t'avais fait une collab avec Domingo? Oui, et on avait travaillé. Il a fait cette année il avait fait une soirée à Roland où il avait fait jouer
4 garçons et 4 filles ça devait être le Langlaine. Il y avait Jules, ouais. Et il y avait Jules, notamment. Et du coup, à ce moment-là, on avait travaillé autour de ça. Et puis, j'avais fait de la pub. Et du coup, on avait fait une collab. Du coup, aussi, pendant Bercy, c'était porté par forcément le tournoi. Mais il y avait Eurosport, il y avait Ed aussi dans la boucle. Belle expérience. J'ai pu faire quelque chose avec France TV, une émission aussi avec France TV. Alors, c'était France TV / je crois. Ouais. Pendant Roland Garros, une soirée, on a commenté un match en cabine, etc. C'était mon fils Musetti, ça n'a pas duré longtemps. Yeah. Mais non, j'ai pu faire des choses. Après, il y a un goût de plus. On a envie de faire plus. Et après, on a fait des concepts et des choses qui ont bien marché. J'ai fait des lives avec Jules Marie, avec Gabi, avec Locoli, sur des formats, des concepts et tout. Je me suis pas fait payer directement, mais c'est des choses derrière qu'on a. Ça te rapporte de la visibilité. Où on a pu tirer, par exemple, l'émission avec Jules, on a fait On devine ton classement avec Jules Marie, qu'on a fait en live. Mais c'était une vidéo YouTube, non? Ça part d'un live et on l'a mis sur YouTube. Ça a bien marché, la vidéo. J'ai vu la miniature pendant. Elle a fait 80 000 vues, je pense. Ouais. Et à 0 moyen derrière. Tu parlais tout à l'heure de ta caméra et tout. Vraiment, dans les commentaires, il y a Romain, son micro, c'est plus possible. Je crois qu'il y a des trucs comme ça. Mais oui, on est parti sur des choses comme ça et on essaye de créer. Et Twitch, c'est une plateforme où c'est un terrain de jeu où je pense qu'on peut essayer de développer des choses, mais le nerf de la guerre, c'est toujours le temps et l'argent. Donc il faut voir comment on développe les choses. Qui à suivre pour toi en challenger là? Fonseca, mais il est plus sur les challengers. Blox, je pense que si physiquement il se règle. Il sort d'où, lui? Belge 2005. Ouais. Sina, forcément italien 2007. Mais Sina, par exemple, j'en parle depuis 3 ans. Ah ouais. Donc là, j'étais comme un fou il y a 2 jours. Et quoi, tu l'as suivi Petits As, Beaulieu, tout ça? Ouais, c'est ça. Petits As vraiment. Et après. Donc tu les identifies aux Petits As alors? Ouais, même avant certains, même à Auray et tout. Je connais tous les 2012. Tu vas sur les tournois jeunes? J'essaye de plus en plus. Il est là, le gars. Ouais, tu vas finir par être recruteur ou agent de joueurs. Hein. J'ai déjà eu des contacts avec des agents, etc. Mais pour le moment, j'arrive pas à être payé pour. Mais pourquoi t'as pas fait tes études dans ce sens-là, en fait? Parce que c'est arrivé comme ça, sur un malentendu. J'ai lancé Twitter 2022 et j'ai eu 10 000 abonnés, je pense, mi-2023. Mais je veux dire, ta passion, elle est là, quoi. Ouais. C'est indépendamment de Twitter. Oui. Ton œil, ton truc. Je sais pas, parce que j'étais pas très fort dans les études et que j'avais pas envie de. Je sais pas que je suis pas très fort, mais je sais que j'avais pas. Je sais pas, je le sentais pas comme ça à l'instant T. Parce que j'ai fait Staps au début. Et scouting pour les marques pour repérer les pépites, non? Ça t'aurait pas dit? Si, mais après, je sais pas quelle étude faut faire et quelle chose faut faire là. Franchement, tu commences par un stage dans une agence ou un truc comme ça avec le réseau que tu peux obtenir et tu commences comme ça. Après, agence, ça va être compliqué si tu parles pas anglais. Ouais, je développe mon anglais, c'est compliqué. Ça, c'est obligatoire. Oui. T'as aucun agent qui parle pas anglais. Je progresse là, mais c'est compliqué. Mais tu savais parler anglais à mon âge, à 24 ans? Ouais, je suis parti. J'ai fait 1 an à Mouratoglou quand j'avais 13 ans et j'étais qu'avec des étrangers. Donc là, déjà, ça m'a ouvert les chakras. Et je suis parti aux US à 17. Okay. Et là, ça me les a totalement décantés. Ouais. Alors que moi, je suis resté 6 en premiers Bourgogne mois, mon gars, je savais pas demander le sel. Et au bout d'un moment, c'est bon, tu y vas, quoi. Tu connais Faria? Jamais Faria, ça dit quelque chose? Oui. T'en penses quoi? 2003 portugais. J'aime bien. Après, ça dépend. En fait, on me demande toujours t'en penses quoi? Et ça dépend toujours où tu mets le curseur. Ouais. Potentiel top 100, 50. Top 50, oui. Ah ouais? Oui, quand tu vois un Jarry qui a été top 30, Faria dans le profil, c'est pas forcément. C'est pas forcément impossible. Maintenant, est-ce que Faria sera top 10? Moi, en fait, mon curseur, c'est le top 10. C'est pour moi un crack, un jeune crack, c'est quelqu'un qui a été top 10. Un Faria. Coric, du coup, c'était un crack à l'époque? Coric, je pense que c'était un crack à l'époque, clairement. Combien son meilleur? 10 La borne 9, je crois. Ouais, même 9. Ouais. 9 parce qu'il a dû gagner un Master. Il a gagné un Master 1000 et il est monté à ce moment-là. C'est fort. Mais et là, il enchaîne non, c'est les pas challengers, fort parce que le mec, il a dit qu'il était.
J'ai bossé pour un truc, donc j'ai retrouvé sa J'aime bien déclaration. quand tu sors tes gonds comme ça. Là, Mais là je sens qu'on a touché un truc. Là. il a dit, non mais Koric, il a dit, quand il avait genre 22-23 ans, que dans un mauvais jour, il jouait le niveau de Murray et dans un bon jour, il avait le niveau de Djokovic. Quand tu vois, à 23 ans, il dit ça, quand tu vois la carrière qu'il fait derrière, tu te dis, meuf, bidon un peu. Ouais. Non, c'est vrai qu'à ce moment-là, il s'enflamme un peu. Mais je l'ai analysé pendant 5 jours d'affilée à Nice pendant la Open Cup, s'entraîner avec Richard. C'est vrai qu'il dégage un truc physique où tu sens que même sur un jour sans, c'est tellement un monstre physique, le mec. Plus le tennis qu'il a. Je peux comprendre qu'il fasse ses raccourcis parce que ça a toujours été une star étant jeune, j'imagine. Donc au niveau confiance, il est au max. Bah forcément. Et puis on le voit bien, il revient de blessure, il enquille les challengers comme si c'était des ITF 15 000. Oui. D'ailleurs, en parlant de ça, il y a Russo Vieri là, qui va jouer un M25 en tête de série. Ah ouais, t'as le pauvre. Il y avait Stricker aussi. T'imagines ? Stricker, il a perdu sur un Français 800 l'année dernière au Portugal en 25 000. Ah ouais. Putain, Dominique, il faut qu'il fasse un sérieux régime aussi. Oui, bah Dominique, des échos que j'ai eu, il est en dépression et il va peut-être arrêter. Oh merde. Donc, il y a beaucoup de joueurs Tu connais Gabriel Descamps, ça dit un truc ? Oui, c'est un Brésilien. Il a arrêté, lui, à 24 ans, sa carrière. Ouais. Ah ouais. Pas mal de joueurs comme ça qui arrêtent. J'ai croisé Hugo Blanchet à l'Australian et je lui dis j'aimerais bien faire un petit podcast avec toi et tout. Et il me fait attends un peu parce que là je mets plus un pied devant l'autre, faut que je retourne en futur. C'est dur psychologiquement. Là, cette année ? En janvier. Oh là là, il s'envoie. Et derrière, je vois qu'il rejoue bien, quoi. Je me dis, c'est fou d'une semaine à l'autre. Il s'envoie un challenger en Il se Allemagne. sépare de son coach juste après l'Open d'Australie, Steph Robert. Qui est avec Jacquet, là. Qui rebondit bien avec Jacquet, qui enquille en Inde. Et il me dit, je pense que je vais repartir en futur, j'arrive plus à mettre un pied devant l'autre. Mais il y a cette pression constante. En fait, on s'en rend pas compte, mais Jules Marie l'a un peu exprimé là en arrêtant, mais il sache un peu là. Ouais, j'ai vu. Mais en fait, il joue avec au-delà du compte en banque, qui est une problématique, il joue avec les points dans la tête constamment. Ouais. Par exemple, il y a un Français j'aimerais bien discuter avec lui parce que ça doit être horrible ce qu'il traverse, c'est Matteo Martino, qui l'année dernière s'envoie 3 finales de Challenger, là qui est quasiment hors du top 300, alors l'année dernière il était 170. Ouais. Et en plus, il sait que là, sur cette période, il devait bien jouer pour être à Roland, qualif de Roland. Et tu vois tes points qui défilent, tu perds au T1, au T2. Dur. Tu penses que c'est plus lié aux points qu'à l'argent ? Je pense que c'est les deux. Parce qu'en fait, tout se relie. Parce que si tu es en top 300, tu n'es pas en qualif de Roland. Donc, tu touches pas les sous de Roland, tu vends 25 000 plus tôt. Tout est relié. Mais voilà. Bon, on avait quand même un petit segment Miami et Circuit Challenger qui sont tes joueurs placés, on va dire. Si on devait refaire un petit bilan après, on va dire Miami et la saison terre battue qui enchaîne, tu mettrais qui dans le peloton de tête ? Forcément Alcaraz. Intéressant de parler avec toi. Mais Sinner à Rome. Non, Sinner, moi j'y crois pas à Sinner. C'est compliqué. Non, mais j'y crois, mais moi j'ai une relation un peu toxique avec Sinner. T'en penses quoi de sa suspension ? Je pense que c'est une grosse blague. Je pense que privilégié ? Oui, les timings font que c'est privilégié. Il loupe rien d'important. Il va être encore numéro 1 en revenant. Les timings font qu'il peut faire un tournoi de préparation à Roland, juste avant Roland, et qu'il peut jouer tous les grands chelems de la saison. Soit tu sanctionnes, soit tu sanctionnes pas du tout. Mais du moment que tu sanctionnes, là, la sanction, elle a aucune incidence vraiment. Il loupe des Master 1000, mais vu où il en est, Sinner à l'heure actuelle, je pense qu'il ne doit pas faire des cauchemars d'avoir loupé Miami et Indian Wells, alors que tu lui aurais fait louper Roland. Déjà, tu marques un peu plus le coup. C'est plus ça, je pense. Il y a la PTPA qui a attaqué la WTA, la ATP et l'ITF. Là. Je sais pas si vous avez vu. Ouais, bien sûr. Ouais. Vous en pensez quoi de ça, les gars ? Je sais pas. Moi, je savais qu'ils allaient le faire depuis un certain temps. Ah ouais ? Parce on connaît pas mal de gens à la PTPA. Après, le problème, je pense que ça va mener sur rien, malheureusement. Parce qu'en fait, l'ATP, WTA, c'est une institution qui est beaucoup trop grosse et les joueurs, en plus, sont du côté de l'institution. On voit Sinner, etc. En fait, personne n'a l'écran de faire quelque chose. À part les joueurs, à la limite, qui sont à la retraite, mais bon, il n'y a aucun impact.
Donc aujourd'hui, le seul moyen de bouger vraiment les choses, c'est ce que je disais la dernière fois, c'est soit t'as, je sais pas moi, une énorme institution qui rachète l'ATP, type Arabie Saoudite, etc. Et du coup, ça change les choses. Sinon, on va rester comme ça encore pendant des années. Et le problème, c'est que les gens par exemple, si je prends le cas Sinner, les personnes qui ont communiqué, qui ont fait du bruit dessus, la personne qui a fait du bruit dessus, c'est quelqu'un qui est un peu une caricature de plein de choses, c'est Kyrgios. Et du coup, ça a pas de poids, alors que si ça avait été Novak ou Carlos, mais Carlos, il a choisi, et je le comprends, je pense qu'on aurait tous fait pareil, le choix de botter en touche. Oui. Si, alors Carlos aurait pas eu les mêmes propos de Kyrgios, parce que Kyrgios, il met jamais la forme. Mais dans le fond, je suis pas loin de penser comme Kyrgios. Le problème, c'est que la forme est horrible et elle est extrapolée sur tout un tas de choses, et du coup, t'en perds le fond. Mais le fond que Kyrgios met en avant, que c'est pas normal et ces choses-là, moi, je suis plutôt d'accord dans le fond. Mais le problème, c'est que la forme de Kyrgios, ça part dans tous les sens et tu peux plus le suivre dans son idée. Et la relation toxique que tu as avec Sinner, dont tu parles, c'était avant cette affaire-là ou... En fait, c'est son sentiment. En fait, c'est très paradoxal parce que son sentiment de puissance. Moi, je suis fan de mon GOAT, c'est Novak sur les trois. Ce sentiment de puissance-là que Sinner a, Novak a pu l'avoir ces dernières années. Mais je trouve que Sinner, en fait, j'allume pas ma télé pour regarder Sinner jouer si l'adversaire en face n'est pas capable de le déranger. Là où je peux regarder un Alcaraz contre Komesana, parce que je sais qu'il va y avoir du spectacle. Sinner, c'est tellement une machine et en plus il montre rien que moi j'arrive pas à être enflammé. Après, j'ai beaucoup de respect pour ce qu'il fait et sportivement, et si t'aimes le tennis, t'es obligé d'aimer, c'est la perfection son jeu. Mais c'est juste que c'est chirurgical. Sauf que moi, j'aime les émotions et j'aime les histoires. Et là, pour le moment, Sinner, il me sert pas à ce niveau-là, quoi. Il me sert une surdomination calme, sans rien montrer. J'ai besoin quand il gagne l'Open d'Australie, j'ai besoin qu'il se mette torse nu, qu'il arrache le t-shirt, qu'il fasse comme Alcaraz, qui roule 14 fois pour aller chercher une balle. C'est ce que me disait Corinne Dubreuil, la photographe du circuit. Elle disait, pire purge à photographier, il se passe rien. Oui, non mais oui. Donc juste si tu devais ressortir un vainqueur Miami, saison sur Terre, tu verrais qui est qui? Alcaraz, forcément, t'es obligé de le mettre dans la liste. Si j'essaye de me mouiller un peu plus, je vais dire Tsitsipas, Ruud sont très bons sur Terre, comme chaque année. Tous les gens les oublient, on les sous-cote, etc. Mais ils seront là et ils vont s'enfiler des demi ou des finales ou des titres en Master 1000. Tsitsipas, c'est intéressant. Oui. Jean, ça fait des rêves lucides depuis la semaine dernière? Ouais, non, nous c'est un peu toujours pareil. Enfin, allez, Alcaraz évidemment, mais je vais peut-être rajouter cette fois-ci Baez, Fonseca. Je pense que c'est deux joueurs qui. Tu te mouilles pas, quoi. Voilà, je me mouille pas. Mais moi, je vais me mouiller sur une chose, et peut-être des Miami, parce que je trouve que le tableau est bon. Mais on en a parlé de l'inconstance. Mais je pense qu'Arthur Fils va faire une grosse saison là dans les mois à venir. Sur Terre? Peut-être même un gros coup à Miami, parce que je trouve le tableau plutôt ouvert. Il y a un Zverev qui est en petite forme en 8e. Il va revenir là, je pense. Zverev? Ouais, là, ça fait trop longtemps. Ouais, mais je préfère qu'il soit dans la partie de tableau de Zverev que d'Alcaraz. Quitte à choisir. Tu paries, toi, ou pas? Peu, sur des petits événements, en vrai. Sur les gros événements et des petites mises. Tu peux pas parier en France sur ITF et Challenger, il me semble. Tu peux te débrouiller, évidemment. D'ailleurs, je regardais une stat hier, 2 millions de parieurs sur le tennis. En France. En France? Deuxième sport le plus parié après le football. C'est la communauté. Et c'est ça qui était un peu sur Twitter. Moi, quand je me suis lancé, j'aurais pu exploser 10 fois plus vite si j'avais fait du betting. Parce que la plateforme était très réputée pour betting, des avis betting, on allait sur Twitter. Quand je suis arrivé, c'était que ça, la communauté tennis. Je trouve qu'il y en a plus trop des vraies pages. Il y en a plus. En tout cas, t'en as des petites à droite à gauche, mais qui font plutôt scam qu'autre chose, quoi. Ouais, elles font plus de stats, mais du coup, c'est plutôt sur TikTok. En me promenant sur TikTok, je vois pas mal de gens qui donnent leur avis plus que sur Twitter. Mais non, après, avec ma commu, on fait quelque chose qui est marrant, mais ça passe jamais la deuxième journée. C'est qu'avant chaque grand chelem, je mets 10 € et j'essaye de faire une montante. Ouais. Journée 3, je suis plus rien. Je suis allé jusqu'à la journée 3, là, ça doit faire 8 fois que je le fais.
Et journée 3, ma montante, elle est terminée, quoi. Donc, tu vois, j'essaye de pas trop toucher. Bon, moi, comme je suis nul sur les pronostics, je vous ai fait 2-3 infos un peu culture G sur Miami. Est-ce que vous avez une idée de la création du tournoi, plus ou moins? La date? Ouais. Ça doit être récent, je pense, non? Dans les années 2000? Un peu avant. 94. 85. Par un Américain. 85? Ouais. Ah ouais. Un Américain qui avait été pro, j'ai plus le nom, je vous l'épargne. Et il y a eu 3 sites avant d'arriver à l'Hard Rock Stadium. Avant, c'était à Delray Beach. Après, ça a été à Key Biscayne. Key Biscayne, c'est une presqu'île. Ça a été sur 2 sites. Et maintenant, donc, c'est au Hard Rock Stadium. Vous l'avez déjà fait, Miami? Non. Moi, je suis allé 2 fois, mais pas pendant le tournoi. T'as bien aimé ou pas? Ah, t'es pas allé à l'Hard Rock Stadium et ouais. Franchement, c'est cool. Hein. Ah ouais? Ouais, moi j'ai bien aimé. Ouais. T'es allé l'année dernière? Je l'ai fait l'année dernière, ouais, exactement. Et- Exactement. Bah, c'est là où on avait signé Medvedev il y a un an. Ok, Bah, c'était il y a un an, là, quasiment jour pour jour. pas mal. Ok. Et alors, les Français ont jamais très bien joué. Il y a juste Noah, je crois, qui a fait une finale. Pas ouf. Dernier vainqueur de Grand Chelem. Ouais. Français. Heureusement qu'Arthur Fils va s'envoyer le tournoi, là. Ah, t'es chaud, hein, t'es là. Ah ouais? Non, je pense pas. Je pense, vrai. C'est lui qui a le plus de potentiel? Je déborde un peu. Est-ce que vous pensez qu'un Français peut gagner un Master 1000 de cette année? Master 1000, oui. Cette année-là, un Français peut gagner un Master 1000? D'ici décembre. Oui. Ouais, moi je peux voir, tu sais pas, un Berre à Bercy, un. Moi, je trouve ça injouable. Moi je pense que c'est possible. Ok. Et toi? Et toi, Arthur Oui. Fils? Je partirais plutôt sur un Berre, sur dur, sur la Ouais, tournée. voilà, en sur intérieur. Sur la tournée, non, pas forcément, la tournée américaine. L'année dernière où Popirine se prend le tournoi, ça peut être Hugo à la place. Mais j'ai mis Arthur Fils demi-finaliste de Grand Chelem cette année, moi, dans mes prédictions. Mais je pense que c'est un peu trop chaud. Après, Arthur, en soi, il en était loin et pas forcément si loin là, la semaine dernière. S'il passe en demi sur une, tu sais jamais ce qui peut se passer derrière. Donc, même si Draper était en feu complet, mais je pense qu'on sera pas si loin, mais je vais plutôt dire non, en vrai. Bah après, la saison est tellement longue qu'il y a des trous que ça Ouais. peut passer. Mais je sais pas, je les vois pas encore assez costauds. Et alors, juste pour revenir pour la semaine dernière, on n'a pas du tout senti Draper. On est à des années-lumière. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. On arrive à la fin du podcast, mais est-ce que tu peux nous dire ton top 3 challenger cette année? Ceux qui vont vraiment passer de challenger à l'étape suivante? Dans un ordre top 3, parce qu'il y a forcément un peu ce que je ressens en voyant le joueur et mes préférences. Ouais. On mais, peut tolérer, pas forcément dans l'ordre. on en parlait, Alex Bloks, 2005 belge, qui est pas très loin du top 100 et je pense qu'il va s'enquiller un ou deux challengers pour y passer. Et juste pour bien situer, lui, tu le suis depuis combien de temps? Bloks, 5 ans, 6 ans, Ok. Et quand même. peut-être même plus. Ah, moi, je crois que je l'ai découvert il y a 3 semaines. Bloks. On n'a pas la même culture. Si, ouais, Bloks. Toi, Jean, tu le connais depuis combien de temps? Moi, c'est très très récent. Franchement, c'est quelques semaines, quoi. Je m'en rends pas compte, moi. J'arrive pas à me dire que Bloks, les gens ne le connaissent pas depuis. Et c'est là où on voit que t'es habité par le truc. Ouais. Moi, grâce à mon taf, je commence juste à aller sur les tournois jeunes. Mais j'ai pas ce truc comme toi où je suis capable d'y aller par amour du maillot, quoi, tu vois. T'es un vrai, quoi. Mais sinon, je dirais Sina, italien, qui a fait un résultat à Miami, mais j'ai toujours dit que c'était mon 2007 préféré. Ouais. Aussi que je vois vraiment costaud en challenger et je pense que je le vois top 200 en fin d'année, Sina, Ouais. dans l'année de ses 18 ans. Et pourtant, il était en retard sur d'autres 2007, mais je trouve que c'est le plus fort. Et je vais pas dire l'Andalus, si je pourrais. Je vais partir sur un nom que beaucoup ont entendu parler ces derniers temps, mais que j'aime beaucoup et je pense qu'il peut être dangereux sur terre. C'est un Norvégien qui s'appelle Butkov Kager, qui est un 2006. Je connais pas. Celui-là, Ouais, celui-ci, là. Bah en fait, il a fait la Coupe Davis avec la Norvège et il a fait 3-7 sur Etcheverry propre. et c'est qui est un challenger en début d'année et il joue très bien sur terre. Il était numéro 1 junior l'année dernière et donc Ah, mais si. Putain, mais j'ai fait une interview avec lui. Redis-moi son nom? Butkov, mais après je le dis avec l'accent bourguignon. C'est donc, ça, il est imprononçable, le truc. et le nom de famille c'est K-J-A-E-R. Donc, Ouais. moi je dis Il a gagné Kager. Wimbledon l'année dernière et numéro mondial junior. C'est ça. Sponsor Lexus. C'est ça. Il était sparring
aux ATP Finals. Ouais, et il joue très bien sur toutes les surfaces. Donc, Lui, tu le sens placé, ouais? Ouais, il sera aux portes du top 200, top 150. Fin d'année? Je pense, ouais, parce que là, sur Terre, je pense qu'il va avoir des bons résultats. Ok. Donc voilà, 3 noms. Bloch, Sina, Butkov. C'est sympa, ça. T'as Très 3 bonne noms, toi, question. Max? Je suis naze là-dessus. Franchement, j'aimerais te dire Julien Jean-Pierre. J'ai la ref. David mais... Guez. Ouah, David. Et j'en ai un autre que tu t'as oublié complet. T'as un gars qui faisait le futur de Nevers. Même moi, je l'ai oublié, en fait. Bodan Ulirak. Tu l'as, lui, ou pas? Non. Tu l'as pas? Non. T'es trop jeune, c'est pour ça. Mais il était top 100, lui. J'ai des noms improbables. Des fois, j'ai des discussions. Non, moi, ce que j'aime bien, c'est les mecs qui sont redescendus et qui reviennent, tu vois. Typiquement, un Lucas Pouille, le pauvre, qui là va redescendre. S'il arrive à revenir, je trouve ça fabuleux. Ou sinon, des mecs plus niches. Tu vois, à l'époque, un Julien Jean-Pierre, tu connais pas, non? Si, de nom. Parce qu'il a dû gagner un Grand Chelem Junior. Ouais. C'est pour ça que j'ai le nom. Open d'Australie, je crois. Ouais. Et ben, j'aime bien ces mecs qui ont la résilience de revenir, quoi. Mais de là à te dire, l'Andalous, machin, les mecs, je les ai découverts à l'Open d'Australie il y a 3 mois. Ma culture là-dessus, elle est flinguée. Non, en revanche, je suis allé au Petits As et je commence à m'y mettre. Okay. Ça y est, ouais, je suis sur la route. Génération 2011 française Vukovic, très forte. Je suis là. C'est pas mon 2011 préféré. On s'en fout, je suis là quand même. je trouve que Djurescu et je crois plus en Djurescu. Ah ouais? Ouais. Ah, c'est marrant, l'autre est pourtant plus tanké, tout ça. Bah justement, quand Ok. Djurescu sera tanké, je pense que ça va. Ouais, Ça va s'inverser. Du coup, toute dernière partie du Petite podcast. partie anecdote. On a une anecdote qu'on balance chacun. Est-ce que tu as besoin de contexte, qu'on t'aiguille sur un truc, ou t'en as une qui non, fait l'unanimité parce que que je tu peux sais nous pas raconter? sur quelle anecdote, c'est large. Il faut Ouais, savoir ça- sur quoi. Un truc, Qu'est-ce qui te plairait en lien avec Twitter, ou un truc du terrain, ou je sais pas. truc hard. Mais pas de pression. Ah si, j'ai une anecdote et ça correspond, j'en ai déjà parlé, ça correspond, tu vas, je la tease, vous allez voir. Ça correspond de ce qu'on vient de parler sur les paris et tout. Ah bah vas-y, parfait. Je commence? Parfait. Vas-y. Ça peut être racontable. Oui, j'ai déjà raconté en live, donc... Ouais, vas-y. Alors, mon anecdote, c'est quand je suis allé au Challenger de Rouen cette année, c'était en fin d'année, ça devait être octobre. Et du coup, je récupère j'étais accrédité, donc je récupère mon accréditation, etc. Et c'était le premier jour des qualifs, donc je récupère mon accréditation, je fais 2 matchs sur les cours annexes le matin, et il y avait Gabriel Debrue, on en parlait, qui était là sur le tournoi, donc on va manger ensemble le midi. Ouais. Et lui, après, il allait faire sa sieste ou sa récup, donc moi, je retourne voir les matchs. C'était un Blancano contre un Espagnol. Je me mets donc dans la tribune, je regarde d'un œil. J'ai mon téléphone qui est un peu posé sur ma cuisse parce qu'il y avait Lyon-Nantes en même temps. Donc j'étais un peu dans double activité. Et c'était chaud, il y avait 5-5 Blancano dans le 3e. De là, il y a 3 personnes qui arrivent, le juge arbitre du tournoi et 2 vigiles qui arrivent et qui me sortent de la tribune devant tout le monde en plein point. Oh Et la de vache. là, ils m'ont fait passer pour un parieur, ils m'ont fait fouiller tout mon téléphone pour montrer que j'étais pas un parieur. J'ai dû leur montrer la crédit, j'ai dû ouvrir mon Twitter, montrer que j'étais un créateur de contenu, etc. Et genre, ils te demandent de connecter à des sites, des trucs comme ça? Bah non, ils m'ont dit. Tous tes En messages. fait, ils pensaient que tu Ils pariais pensaient que je sur pariais le en top, hein. ligne et Ouais. que, en gros. T'as un avantage de quelques microsecondes qui te fait que tu peux parier sur des points ou des gagnants de jeu. Sauf que j'avais la crédit au cou et genre, enfin, moi, j'étais. En plus, je suis sorti vraiment comme un méchant. Genre, tout le monde me regardait. J'étais à côté du père de Blancano. Il me regardait d'un œil. Parce qu'en plus, j'encourageais Geoffrey, mais j'encourageais parce que je l'aime bien, pas parce que je veux qu'il gagne pour de l'argent. Et donc là, ils m'ont sorti. Le juge arbitre, donc il s'excuse pas. Il me laisse. Et ça tourne, il y a 6-5 pour l'Espagnol. Il me laisse pas re-rentrer dans la tribune. Donc je suis là à 3 mètres au-dessus à regarder par-dessus pour voir ce qui se passe. Il y a 7-5 pour l'Espagnol. Je vais me rasseoir et je sais pas pourquoi, mauvais réflexe, mais je tweete direct. En gros, sur ce qui m'est arrivé, tu sais, j'ai la haine. Ouais. Donc là, directement, il y a le tournoi qui m'appelle et qui me dit passe le juge. Non, mais passe Bien le voir, juge ouais. arbitre. Et le juge arbitre, il prend mon téléphone, il part 10 minutes avec mon téléphone. Et il revient, il s'excuse pas. Le tournoi s'excuse pour lui et tout. Il s'excuse pas. Et j'étais en mode, mais qu'est-ce qui vient de se passer? Et le soir, il y avait Laurent Locoli qui jouait.
Et Laurent Locoli, il me dit, il y avait personne dans le gymnase et tout, et puis même, je m'entends bien avec lui, il me dit, installe-toi dans la, c'était même pas une player box, c'était une chaise, tu vois. Il me dit, bah, tu te mets à bord du cours avec moi, t'es mon coach, en gros. T'es mon soutien, etc. T'es dans le box. Et le juge arbitre, pendant 15 minutes, il était derrière moi, à me regarder si je sortais pas mon téléphone pour pas voir si je faisais du betting et tout. Du coup, Laurent, il m'appelle Romain Betgen maintenant, à chaque fois qu'on se croise. Il se fout de moi. Mais du coup, vraiment, et puis je l'ai recroisé. Alors, pas un mot d'excuse et tout. Bon, le tournoi, je m'entends très bien avec eux. Ils se sont excusés pour lui. Et Qui organise? je sais plus exactement. C'était le challenger de Rohan. Rohan. Et C'est un 125, ça? Je sais jamais aller. 75, mais je crois qu'il est récent. Il doit être assez récent. En plus, ils ont changé de lieu cette année. Ils font dans là où il y a le basket, c'est une grande salle et tout. Mais là, c'était sur les annexes, cette anecdote. Et du coup, ça m'a fait très bizarre, surtout que je condamne un peu le betting sur mes réseaux. Tu sais, je fais pas la promotion et tout. Et ça te retombe dessus. Et je me suis vraiment ressenti mais comme un paria. Et je me suis dit, c'est très bizarre. Donc voilà, le mon nombre anecdote. de fois où j'étais sur mon tel non-stop sur un bord de cours. Non, ça mais aurait pu vraiment. m'arriver plein de fois. Et en plus, si j'avais Lyon, genre j'étais pas, mon téléphone était visible, j'essayais pas de le cacher. Nous, on était carrément avec nos ordis à Roland-Garros dans le dit. stade, quoi, rien. Mais je pense que Ça, c'est encore plus suspect. Je pense que c'est. Ouais, c'est vrai. Il devait pas aimer Ryan Cherky ou le juge arbitre ou un joueur de Lyon. Je pense que c'est pour ça il m'en a voulu. On gagnait 2-0. Je pense que c'est à cause du foot. Mais non, voilà mon anecdote un peu spéciale. C'est viral, genre, ou pas? Pas mal. On va l'utiliser. On va la garder. Est-ce que tu en aurais une pour nous aussi, peut-être d'un point de vue légal comme ça ou... Non, je vais en faire une plus joyeuse, un peu plus soft. Non, c'était à Miami aussi l'année dernière. Donc la semaine dernière, je disais que justement, on n'a pas les Rouen, Miami, on sent les différences de chacun, quoi. Ouais, donc moi j'étais à l'Hilton de Miami. Dis-nous. Donc là, non, c'était à Miami l'année dernière. Alors, faut savoir que les accréditations Miami et US Open, c'est très compliqué parce que tu vois, en France, tu vois, à Roland Garros, on a des accrèdes, elles fonctionnent tout le temps. Et il y a l'US Open et Miami, en fait, parfois, t'as des passages qui fonctionnent pas. Bon, c'est des moments assez gênants. Mais non, là, le moment sympa à Miami, c'était l'année dernière. Du coup, j'étais dans le restaurant des joueurs. Et donc, j'étais avec la PTPA, justement. Et il y a Urquat qui vient voir le mec de la PTPA et qui s'assoit et qui discute avec nous pendant une quinzaine de minutes. Et franchement, c'est super sympa parce que voilà, enfin moi je suis rien pour lui et c'était toujours sympa. À l'époque, il était top 10 d'avoir un top 10 qui tu vois qui vient comme ça, qui te dit bonjour alors qu'il te connaît pas et qui discute avec toi. Très poli. C'était très poli. Franchement, Urquat tout son staff pareil. Ah ouais, super gentil. Et pourtant, il a un gros barbu polonais. Ils sont adorables. Et je me souviens à l'Open d'Australie, on se disait un peu, quand on regardait d'extérieur, on se disait, wow, tu vois, il en impose. Je sais pas si c'est encore lui, son coach, s'il est encore dans son staff. Mais franchement, c'était un super moment, quoi. Franchement, je m'en souviens. Fin de l'anecdote? Fin de l'anecdote. Je suis défait, je pensais qu'il y avait une énorme chute. Non, et là, non, on catch. Tu vois, là, ça commençait, là. Non, j'ai dit un petit gentillet, voilà. Ok. J'en ai une aussi avec Urquat. Je suis à l'Open d'Australie il y a 2 ans et je fais du contenu pour Yonex et Yonex me dit il y a une soirée à Kooyong qui est l'ancien site de l'Open d'Australie, le berceau où c'était sur gazon à l'époque, où t'as une soirée machin et tout et t'as quelques joueurs qui vont être là. Est-ce que tu veux venir faire quelques images? Sympa. Avec plaisir. On va à Kooyong. J'arrive à Kooyong et là on me dit t'as Tiafoe, Urquat, Shapovalov et Nishioka qui arrivent. Est-ce que tu veux les interviewer? Je dis bah ouais bien sûr, mais coup de stress. Oui. Parce que est-ce que tu veux les interviewer dans 4 minutes? Ah, t'as le truc qui monte quoi. Je me dis ah ouais ok bah vas-y feu let's go. Ils rentrent dans une salle juste avant d'arriver un peu en guest star pour l'événement et tout. Et là t'as un backdrop, ils me disent bah vas-y tu peux faire si tu veux un par un là t'y vas. Donc, je m'organise comme je peux. Ils passent un par un, sachant que t'as les 3 autres qui sont à côté, qui écoutent et qui charrient à moitié ce que l'autre va dire. Et moi, je suis là, en anglais. Les mecs, je les connais pas tant que ça. Bah oui. Et je crois que c'est Chapeau qui commence, sympa. Il raconte un peu des banalités. Derrière, Tiafoe, je comprends un mot sur 12. Le mec, quand il parle, il articule pas du tout. Je connais rien de sa vie. La seule question que je lui fais, c'est
Pendant le dernier US Open, ton banc, c'était un bordel phénoménal. Est-ce que ta chambre, c'est pareil? Je me dis, c'est le seul truc que je trouve à lui dire. Ça le fait rire, ça se passe bien, voilà. Derrière, Hurkacz, très poli, courtois. Diplomate. Ouais, voilà. Et Nishioka. Et Nishioka, je le confondais avec un autre joueur. Pour te dire ma culture à ce moment-là. Ah, c'est violent, là. Et je lui dis, du coup, toi, Nishikori. tu viens de passer chez Yonex. Qu'est-ce que tu penses des raquettes? Il fait, je joue depuis que j'ai 3 ans avec des Yonex. Qu'est-ce que tu racontes? Bon, bref, tu vois. Et donc, juste pour terminer avec Hurkacz, les 4, je termine les interviews avec eux. C'est le seul qui est venu vers moi à la fin et qui me dit, et toi, du coup, avec sa voix toute douce, tu viens d'où? T'habites où? Ah, Biarritz. Ah ouais, je suis déjà passé, je connais. Ouais, trop sympa. Et le mec m'a parlé pendant 5 minutes. Ouais. Et j'avais presque envie de lui dire, t'es sûr là qu'on est en train de parler et tout? Ça me faisait halluciner en fait. Et c'est juste pour vous situer la gentillesse du mec que j'avais recroisé à Metz avec tout son staff et son staff sur le service cordage. C'était vraiment bonjour. Est-ce qu'on peut avoir l'air hyper gentil, hyper respectueux, très doux pour des Polonais. Il est polonais. Oui, c'est bon. Ça m'étonne pas. Mais donc voilà. j'ai une question qui m'intéresse, mais quand on dit comme ça, t'as une question à poser, dans ta tête, il se passe quoi? Tu te dis, je prends pas de risque, je pose une question générale, ou tu te dis, parce que t'as 5 minutes pour réfléchir, ou tu te dis, il faut que je cherche un truc qui sort du... Bah là, c'était, tu peux passer 2-3 minutes avec chacun. Donc c'était pas qu'une question, mais c'est pas 15 questions. Et bah dans ce cas-là, mon idée, c'est de me dire, pose un truc général. Pendant qu'il te dit un truc général, mais ce qu'il y a, c'est que t'es pas connecté à ce qu'il te dit. Tu cherches un truc what the fuck. Et une fois que t'as trouvé le truc what the fuck, tu trouves une conclusion. Mais tout ça se passe pendant que le mec te parle. Donc tu fais oui, mais en vrai, t'écoutes rien. C'est hyper compliqué, quoi. Oui, non, bah oui. Donc, et après, c'est aussi des retours. Il y a eu des polémiques début d'année à l'Open d'Australie où les mecs cherchaient trop la vanne et de sortir du cadre. Ouais. Donc, et t'as un Santoro que j'adore dans l'approche qui dit, bah non, moi, je mets toujours l'invité en confiance. Je lui fais une question sur son match, une question où je sors un poil du cadre et une question où je recentre un peu le débat. Et je sais pas ce que vous en pensez, mais peut-être trouver un entre-deux, quoi. Ouais, c'est ça. Non, mais clairement. Mais des fois, en tant que suiveur extérieur, des fois, les questions de comment tu te sens, il a joué 5h30, va. Oui, il a envie de rentrer. Des fois, il y a des questions très bateaux qui sont trop bateaux et qui te frustrent. Mais des fois, il faut pas partir dans des choses. J'ai vu des choses. Il y a rien qui me vient en tête, mais il y a eu des questions des fois à des joueurs. Ça, non, ouais, c'est le juste milieu, mais c'est intéressant de savoir comment t'approches dans un premier temps quelqu'un que tu connais pas du tout, comment t'amorces le truc, et en même temps, tu te dis, et c'est le sentiment humain de je veux pas être une question parmi tant d'autres. C'est dur, hein. Dans la masse. Ils ont dit tellement de trucs en plus, ces mecs. C'est ça, tu te dis, j'ai pas envie de lui faire répéter 12 fois la même chose non plus. Donc, c'est. J'étais sur une exhibe et je dis au gars, parce que c'était vraiment incroyable, vous la notez à combien sur 10? Et les mecs direct disent 12 parce qu'ils sont invités, ils prennent un chèque et ils développent pas. T'as envie qu'ils disent mais non, mais raconte-moi ta vie et tout. Et un boublique, il en a rien à foutre. Il te répond 3 mots, terminé. Ça dépend qui t'as en face aussi. Ouais. Genre, petite conclusion? Bah écoute, Romain, merci beaucoup d'être venu. Avec plaisir. Donc du coup, Arthur Fils top 10 et Kwame aussi. Ouais. Oui. C'est le dernier mot de la fin. Et vainqueur de Rome, Madrid, Bercy, si, exactement. Cincinnati. Monte Carlo. Exactement. Peut-être non, j'allais dire challenger de Bordeaux, mais non, parce qu'il va gagner Rome, donc il pourra pas aller à Bordeaux. Ah, bien vu. Bah merci Romain d'être venu encore une fois. Franchement, on adore ton contenu. Continue. Voilà, on te souhaite le meilleur pour la suite. Merci. Et puis, à la suite pour un prochain podcast. Ciao les gars.